Sous l'arbre, l'herbe bouge. Pas le vent. Des centaines de petits corps velus, tombés des fleurs, qui rament sur le dos, agitent leurs pattes vers un ciel qu'ils ne rejoindront plus. Un tapis de bourdons agonisants au pied de l'arbre le plus doux du monde, en plein juillet, sous une pluie de parfums de miel. Les uns cessent de bouger. Les autres montent encore vers les fleurs, comme aimantés, pour retomber à leur tour. Voici l'énigme qui va nous tenir jusqu'au bout. Comment l'arbre de l'amour et de la paix, celui que l'on plante devant sa porte, celui dont on fait le miel le plus recherché, peut-il devenir, certains étés, un cimetière à pollinisateurs? Bonjour, ici Sylvestre Bertin et vous êtes sur Doc Nature. Notre héros d'aujourd'hui, c'est lui, le tilleul. Un être que l'on peut scier, écorcer vif, brûler, et qui repousse. Un géant tendre au bois de beurre qui traverse 2000 ans et tue parfois ce qu'il nourrit. Vous allez voir comment il est devenu ce prodige de douceur et de contradiction. La scène se passe dans une rue de ville, un matin de juillet, sur un trottoir que personne ne regarde. Il y a d'abord l'odeur, épaisse, sucrée, presque écœurante, une odeur de miel chaud qui coule d'un quartier entier et qu'on respire avant même de lever les yeux. Puis il y a le bruit, un grondement bas, continu, qui semble venir de partout à la fois, comme si l'air lui-même vibrait. On cherche la source, et on la trouve enfin, au-dessus de sa tête. Une couronne immense, couverte de milliers de petites fleurs jaunâtres, et sur ces fleurs, une foule d'insectes en mouvement. Des abeilles, des guêpes, des mouches, des bourdons, par dizaines de milliers, du matin au soir. L'arbre entier bourdonne comme une ruche géante suspendue dans le ciel. Et pourtant, au pied de cette fête, sur le trottoir, il y a les morts. Des bourdons tombés, immobiles ou remuant à peine, éparpillés sur le béton comme après une bataille invisible. Certains passants les écrasent sans les voir. D'autres s'arrêtent, intrigués, et repartent sans comprendre. L'arbre le plus généreux qui soit, celui qui offre plus de nectar qu'aucun autre, laisse tomber sous lui une jonchée de pollinisateurs épuisés. C'est un spectacle silencieux, presque paisible, et profondément déroutant. Comment le même être peut-il, dans le même instant, nourrir une multitude et en tuer une partie? Gardons cette question en tête. Car pour comprendre le paradoxe, il faut d'abord faire connaissance avec celui qui le porte, et il n'est pas du tout celui que l'on croit. Le tilleul, tout le monde croit le connaître. C'est l'arbre des allées et des cours d'école, l'arbre de la tisane du soir, l'arbre à la feuille en forme de cœur que les enfants ramassent à l'automne. On le range parmi les évidences du paysage, ces arbres si familiers qu'on ne les voit plus. Mais derrière cette familiarité se cache une histoire bien plus étrange, à commencer par sa parenté. Longtemps, les botanistes lui avaient réservé une famille à part, rien que pour lui et ses proches. Puis la génétique est venue rebattre les cartes, et l'on a découvert des cousins pour le moins inattendus. Le tilleul appartient désormais à la même grande famille que le cacaoyer et le cotonnier. Autrement dit, l'arbre de nos rues froides partage ses ancêtres avec le chocolat des tropiques et le coton des champs brûlants. Voilà pour la première surprise. Le genre lui-même compte environ 45 espèces, réparties à travers presque toute la zone tempérée de l'hémisphère nord, en Europe, sur une grande partie de l'Asie, en Amérique du Nord. Le tilleul ne pousse à l'état sauvage ni sous les tropiques, ni dans les régions polaires. Il lui faut un climat à véritable hiver et à été chaud et humide. Sur les terres de l'Est de l'Europe et de la Russie, l'espèce reine, celle que l'on plante partout, est le tilleul à petites feuilles, aussi appelé tilleul des bois. C'est la sienne, ces petites feuilles en cœur, un peu bleutées dessous, que l'on reconnaît entre toutes. Son nom même raconte quelque chose de lui. Dans plusieurs langues, il dérive d'une racine ancienne qui évoque ce qui colle, ce qui adhère. Et ce n'est pas un hasard, le tilleul a des bourgeons collants, de jeunes feuilles poisseuses, une face interne d'écorce gluante. En été, ces feuilles se couvrent souvent d'une rosée sucrée et collante, sécrétée par les pucerons, si bien que tout, sous l'arbre, devient poisseux au toucher. Le sol, les bancs, les voitures garées dessous,
le tilleul marque son territoire d'une pellicule de sucre. En allemand, son nom a donné celui d'une célèbre avenue de Berlin, littéralement « sous les tilleuls ». Partout où il pousse, il a laissé son empreinte dans les mots. Regardons-le vraiment, maintenant. Un tilleul adulte est un arbre imposant, majestueux. Le tilleul à petites feuilles atteint couramment 20 à 30 mètres de hauteur et dans les conditions les plus favorables, il dépasse 38 mètres pour un tronc de plus d'1 mètre de diamètre. Sa couronne, quand il pousse librement, est large, dense, en forme de dôme ou de tente, et elle projette une ombre d'une épaisseur remarquable. Par une journée brûlante, sous un vieux tilleul, règne toujours une pénombre fraîche, presque un crépuscule. C'est un arbre qui fabrique sa propre nuit au milieu du jour. Son écorce, lisse et gris sombre chez les jeunes sujets, s'assombrit et se creuse de fissures avec l'âge. Ses feuilles, ce sont ces petites valentines que tout le monde connaît, en forme de cœur, à pointe effilée, aux bords finement dentés, avec une base légèrement de travers, jamais tout à fait symétrique. Vert foncé et lisse dessus, plus clair dessous, avec de petites touffes de poils roussâtres au creux des nervures. À l'automne, tout ce feuillage vire un jaune d'or chaud et uniforme, sans bariolage, une couleur nette et presque solennelle. L'arbre entier semble alors s'éclairer de l'intérieur avant de se dénuder. Voilà le personnage. Un géant familier, tendre et parfumé, cousin du chocolat, qui teinte les rues de miel et d'or. Un arbre que les peuples ont aimé plus qu'aucun autre, qu'ils ont planté devant leur maison, sous lequel ils ont dansé, jugé, aimé. Et c'est précisément là que le paradoxe devient vertigineux. Car cet arbre bienveillant, cet arbre de la douceur, est aussi celui qui laisse mourir des bourdons à ses pieds. Le mystère du trottoir, celui des petits corps velus qui rament vers le ciel, n'est pas un accident isolé, une curiosité de rue. C'est une porte. Derrière elle se cache toute la vérité d'un être bien plus complexe et bien plus déroutant qu'il n'en a l'air. Mais cette énigme devra attendre, car ces fleurs qui, certains jours, tuent ceux qu'elles nourrissent, ces fleurs qui font gronder l'arbre entier comme une ruche, ne sont pas données d'emblée. Elles ne viennent qu'au terme d'une attente immense. Ce colosse qui nourrit des milliers d'insectes en un seul été passe d'abord 20 années entières sans produire la moindre fleur. 20 ans de silence, sans un seul de ses parfums, sans un seul de ses bourdonnements. 20 ans pendant lesquels il ne fait, semble-t-il, que grandir dans l'ombre et se taire. Que fabrique donc un être vivant, patiemment, pendant 2 décennies, avant de s'autoriser enfin à fleurir? Fin d'automne, un jour de vent. Tout en haut de la couronne, un petit objet léger se détache et tombe. Mais il ne tombe pas droit. Une languette allongée, une lame vert pâle soudée à la grappe de fruits, se met à tourner sur elle-même, et l'ensemble se met à vriller dans l'air comme une minuscule hélice. Ce n'est pas une chute, c'est un vol. Le petit vaisseau tourne, tourne, ralentit sa descente, et le vent le prend, l'emporte, l'écarte de l'arbre-mère. Quelques mètres, parfois davantage. Là où il se pose, dans l'herbe humide ou entre 2 pierres, commence l'histoire la plus lente du monde végétal. Car dans ce petit fruit rond à coque dure se trouve une graine. Et cette graine ne fera rien. Pendant des mois, elle restera là, inerte, comme morte, sans le moindre signe de vie. Le premier printemps passera sans qu'elle germe. Parfois le deuxième aussi. Le tilleul est célèbre pour cela. Ces graines dorment d'un sommeil profond et se réveillent en désordre. Certaines seulement au bout d'1 an et demi, d'autres après 2 ou 3 hivers. Que se passe-t-il donc dans cette graine qui refuse obstinément de vivre alors que tout, autour d'elle, l'invite à pousser? La réponse est une leçon de prudence végétale. La coque du fruit est épaisse, imperméable, difficile à percer. Et à l'intérieur, la graine est verrouillée par de véritables freins chimiques, des mécanismes qui empêchent la germination tant que certaines conditions ne sont pas réunies. Pour lever ces freins, il faut du froid long et humide, l'hiver au grand complet. La graine doit passer des mois dans l'humidité fraîche, tapie sous les feuilles mortes et la neige, avant que le verrou cède. Et parfois, un seul hiver ne suffit pas. Dans la nature, c'est une assurance vie. Ce sommeil profond empêche la graine de germer au mauvais moment,
un jour de redoux trompeur en plein cœur de l'hiver, qui condamnerait le jeune plant au premier gel suivant. En dormant, la graine attend le vrai printemps, le seul, celui qui vient après le froid. Elle ne se fie pas à un rayon de soleil isolé, elle attend la preuve que l'hiver est bel et bien fini. Ceux qui veulent élever un tilleul à partir d'une graine connaissent bien cet entêtement. Il leur faut imiter l'hiver artificiellement, mélanger les graines à du sable humide et les tenir des mois durant tout près de 0 degré, dans le froid d'une cave ou le bas d'un réfrigérateur. Et même ainsi, ils savent qu'une partie des graines ne lèvera que l'année suivante. Il faut accepter le rythme de l'arbre. On ne presse pas un tilleul. Puis, un jour, la graine cède enfin. Et ce qui sort de terre ne ressemble en rien à ce que l'on attend. Les toutes premières feuilles du jeune tilleul, celles qui étaient déjà repliées dans la graine, ne sont pas des cœurs. Ce sont d'étranges petites mains découpées en lobes, comme des paumes miniatures aux doigts écartés, sans le moindre rapport avec le feuillage à venir. On pourrait croire à une autre plante. Il faut attendre les feuilles suivantes pour voir enfin apparaître la fameuse forme de cœur. Ce déguisement des débuts est un des petits secrets de l'arbre. Reconnaître un semis de tilleul à ses mains découpées, c'est un savoir de forestier. Et dès ses premières années, le jeune arbre montre son tempérament. Il ne se précipite pas. Il pousse lentement. Et surtout, il pousse à l'ombre. Le tilleul est ce qu'on appelle une essence tolérante à l'ombre, un arbre de sous-bois et de second rideau. Là où d'autres jeunes arbres exigent la pleine lumière et meurent s'ils ne l'ont pas, le petit tilleul supporte sans peine la pénombre du sous-bois, l'ombre pesante des grands arbres au-dessus de lui. Il s'installe, il patiente, il attend son heure. Son heure, c'est une trouée dans la voûte des cimes, une brèche de lumière ouverte par la chute d'un vieil arbre. Alors seulement il s'élance vers le haut. En attendant, il tient. Il peut rester des années ainsi, discret, presque immobile, à l'ombre des géants, sans mourir et sans grandir vraiment, simplement à tenir bon. Et c'est ici qu'apparaît le fait le plus stupéfiant de toute la jeunesse du tilleul, celui qui donne son nom à cette partie. Le tilleul ne fleurit pas avant l'âge de 20 ans. 20 années entières. Et les arbres nés d'une graine en pleine forêt attendent parfois plus longtemps encore. 20 ans sans une seule fleur, sans un seul de ces parfums de miel, sans un seul de ces bourdonnements. Comparons. Le bouleau, le saule fleurissent au bout de quelques années à peine, presque des enfants. Le tilleul, lui, met à fleurir le temps qu'un être humain met à devenir adulte. 20 printemps de pure croissance, et pas la moindre floraison. Pourquoi? Pourquoi un être vivant refuserait-il de se reproduire pendant 2 décennies, alors que se reproduire est la première urgence de tout ce qui vit? Quel avantage peut-il bien y avoir à tant attendre? La réponse tient en un mot: la longévité. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est un calcul. Fleurir coûte cher. Produire des fleurs par milliers, du nectar en abondance, des graines à foison, cela demande une énergie considérable. Une énergie que l'arbre détourne alors de sa propre croissance. Un arbre pressé, qui fleurit tôt, se reproduit vite, mais s'épuise et vit peu. Le tilleul, lui, joue une toute autre partie. C'est un arbre bâti pour les siècles, un arbre dont l'existence se compte non en années, mais en centaines d'années. Pour un tel être, 20 ans ne sont presque rien. Il peut se permettre de ne pas se hâter. Il investit d'abord tout dans son corps, il grandit, il épaissit, il enfonce ses racines, il construit une charpente capable de le porter très longtemps. Et ce n'est qu'une fois solidement établi, une fois assez grand et assez fort pour tenir des siècles, qu'il s'autorise enfin à fleurir. La patience est le prix de la durée. Le tilleul attend 20 ans de fleurir parce qu'il compte vivre 1000 ans. Il existe bien une exception, un tilleul plus pressé que les autres, un hybride né du croisement naturel de 2 espèces, qui fleurit nettement plus tôt et devance ses cousins. Mais pour l'immense majorité des tilleuls, la règle demeure, implacable et magnifique. D'abord 2 décennies de croissance dans le silence, et seulement ensuite les premières grappes parfumées.
C'est la discipline d'un être qui ne pense pas en saison, mais en siècle. Cette lenteur, pourtant, pose une nouvelle question, plus troublante encore. Car pour tenir 1000 ans, pour justifier une telle patience, il faut un corps hors du commun, une architecture capable de défier le temps, le vent, le poids des ans. Et c'est là que le tilleul cache sa contradiction la plus étrange. Ce colosse premier au siècle, ce géant de 30 mètres qui porte une couronne large comme une place de village, est bâti dans l'un des bois les plus tendres, les plus mous, les plus fragiles de toute la forêt. Un bois que la lame traverse comme du beurre. Comment un matériau aussi fragile peut-il porter un géant destiné à vivre plus longtemps que 10 générations d'hommes? Un couteau, un morceau de bois pâle et une main qui travaille. La lame s'enfonce sans effort, glisse dans la matière comme dans une pomme mûre, détache un copeau long et régulier qui s'enroule sur lui-même. Le sculpteur ne force jamais. Il tourne la pièce, taille dans un sens, puis dans l'autre, en biais, à contre-fil, et le bois ne proteste pas, ne se fend pas, ne s'éclate pas. Il se laisse faire. Sous les doigts naît un visage, un pli d'étoffe, une main aux doigts fins, des détails d'une finesse extrême que nul autre bois ne permettrait. Ce bois pâle et docile, c'est celui du tilleul. Et c'est le même arbre, le même être exactement, qui dresse dans le ciel une couronne large comme une place et haute comme un immeuble de 10 étages. Voilà le paradoxe du corps du tilleul, et il est vertigineux. Le matériau que le sculpteur travaille comme du beurre est celui-là même qui porte, dehors, l'un des géants de nos forêts. Comment le comprendre? Pour le saisir, il faut d'abord mesurer ce géant. Le tilleul à petites feuilles atteint couramment 20 à 30 mètres, et les plus beaux sujets dépassent 38 mètres, avec un tronc de plus d'1 mètre de diamètre, parfois 1,5 mètre. Sa couronne, chez un arbre qui a poussé au large, s'étale en un dôme immense, dense, refermé sur lui-même. Sous les plus vieux tilleuls des places de village, cette couronne peut couvrir un cercle de 25 mètres de diamètre, de quoi abriter une foule entière du soleil. C'est un arbre qui fabrique de l'espace, une architecture vivante sous laquelle des générations se sont assises. Et pourtant, ce colosse est bâti dans un bois qui semble tout le contraire d'un matériau de géant. Le bois du tilleul est blanc, ou d'un blanc légèrement teinté de rose, et il n'a pas de cœur sombre, pas de cette zone dure et colorée qui marque le centre du tronc chez tant d'autres arbres. Il est uniforme d'un bord à l'autre, tendre, léger, homogène. Il se coupe dans tous les sens sans se fendre le long des fibres, ne se craquelle presque pas en séchant. Pour le sculpteur, c'est le bois idéal, celui qui tient le plus fin détail sans jamais se disputer avec l'outil. Mais cette tendreur a un revers que l'on croirait rédhibitoire. Un bois si mou n'est pas un bois solide. Il ne supporte pas de lourdes charges, il ne sert pas à bâtir, on ne lui confie ni poutre ni charpente. C'est un bois qui plie et cède là où le chêne tient. Comment alors ce même bois porte-t-il un arbre de 38 mètres pendant des siècles, sans rompre sous le vent, sans ployer sous le poids de sa propre couronne? La réponse ne se trouve pas dans la dureté, mais ailleurs, dans une intelligence de construction que le tilleul déploie hors de notre regard. Un tronc n'a pas besoin d'être dur pour tenir, il a besoin d'être bien conçu. La tendreur du bois s'accompagne d'une élasticité, d'une souplesse qui, loin d'être un défaut, est un atout face au vent. Là où un bois cassant se romprait sous une rafale, un bois souple plie et revient. Le tilleul encaisse les tempêtes en cédant un peu, puis en se redressant. Sa légèreté même est un avantage. Une couronne moins lourde impose moins de contraintes à la charpente qui la porte. Le géant ne tient pas par la force brute, il tient par la souplesse, par l'équilibre, par la légèreté. Il ne résiste pas à la tempête, il danse avec elle. Mais le vrai secret du géant est ailleurs encore, invisible, sous nos pieds. Car ce qui tient un arbre debout et le nourrit, ce n'est pas seulement le tronc, ce sont les racines. Et sous le tilleul se déploie un système racinaire d'une puissance étonnante, organisé en étages. Les racines n'occupent pas un seul niveau du sol, elles explorent plusieurs horizons à la fois, du plus superficiel jusqu'aux profondeurs argileuses, chacune à son étage.
Grâce à cette profondeur et à cette puissance, le tilleul fait remonter des couches profondes de la terre une grande quantité d'éléments minéraux, un travail que peu d'arbres accomplissent aussi bien. On peut le voir comme une pompe géante, une pompe biologique qui aspire les richesses des profondeurs, les fait monter jusqu'aux feuilles et les restitue ensuite à la surface. Le géant tendre est aussi un mineur infatigable. Ce système en étage révèle une autre finesse, presque une diplomatie souterraine. Le tilleul est le compagnon classique du chêne, et lorsqu'ils poussent côte à côte, quelque chose de remarquable se produit sous la terre. Les racines du tilleul s'installent surtout dans les couches supérieures du sol, tandis que celles du chêne plongent plus bas. Les deux arbres se partagent le sol par étages, comme deux voisins qui occuperaient des appartements superposés sans jamais se gêner. Chacun puise à son niveau, chacun laisse l'autre travailler le sien. C'est l'une des raisons de la solidité des forêts où le chêne et le tilleul poussent ensemble. Sous terre, la paix règne, parce que le partage y est parfaitement organisé. Le géant tendre n'est pas un conquérant. C'est un cohabitant. Voilà donc résolu le paradoxe du corps. Le tilleul n'est pas fort au sens où l'on l'entend d'ordinaire, à la manière d'un chêne dur et massif. Sa force est d'une autre nature. Elle est faite de souplesse, de légèreté, d'un ancrage profond et intelligent, d'un partage pacifique du sol. Ce bois de beurre que le sculpteur caresse de sa lame est celui d'un être qui a compris qu'on ne défie pas les siècles par la rigidité, mais par la capacité de plier sans rompre. Le géant tient parce qu'il est tendre, et non malgré cela. Sa fragilité apparente est le secret même de sa durée. Et pourtant, cette même tendreur, qui explique comment le tilleul traverse les tempêtes, cache un prodige plus stupéfiant encore, que rien dans le monde des arbres n'égale tout à fait. Car ce bois si mou, si facile à entamer, fait du tilleul une proie facile. On peut le couper, le trancher, l'abattre sans grande peine. On peut lui arracher son écorce, briser ses branches, réduire son tronc à une souche. N'importe quel autre arbre en mourrait. Le tilleul, lui, ne meurt pas. De la blessure, de la souche, du désastre, il renaît. Et cette faculté de ressusciter, de repousser là où tout devrait finir, est si puissante qu'elle pose une question troublante. Qu'est-ce qui meurt vraiment quand on croit avoir tué un tilleul? La souche est là, nue dans la clairière. Un cercle de bois pâle à ras de terre, entouré de copeaux et de sciures, tout ce qui reste d'un arbre abattu. Autour, le silence de ce qui est fini. On pourrait croire l'histoire close. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose perce le bord de la souche. Puis autre chose, à côté. Puis encore, tout autour de la couronne du bois coupé. De petites pousses vertes vigoureuses jaillissent de la chair de la souche comme des flammes vertes, et montent et se multiplient. Là où il y avait un tronc, se dresse bientôt un bouquet entier de jeunes tiges, une gerbe de vie sortie du bois mort. On a coupé l'arbre a répondu en se démultipliant. C'est l'un des pouvoirs les plus déconcertants du tilleul, et l'un des plus rares à ce degré. Cette faculté de renaître porte un nom, le rejet de souche. Coupé, brisé, l'arbre ne se résigne pas. De la souche, et parfois des racines elles-mêmes, montent des rejets nombreux et vigoureux, si bien qu'à la place d'un seul tronc se lève une touffe entière de nouvelles tiges. Mais comment un être vivant peut-il ainsi survivre à sa propre destruction? Qu'est-ce qui, dans cette souche apparemment morte, refuse de mourir? Le secret tient dans ce que l'arbre garde en réserve. Sous l'écorce du tronc et dans les racines, dorment des bourgeons cachés, en sommeil, prêts à s'éveiller. Tant que l'arbre est entier et sain, il reste endormi, tenu en respect par le sommet vivant. Mais que le tronc soit coupé, que le sommet disparaisse, et le signal qui les maintenait endormis s'efface d'un coup. Alors les bourgeons cachés s'éveillent, tous à la fois, et se ruent vers la lumière. L'énergie que l'arbre avait patiemment amassée dans ses racines, tous ces minéraux et ces sucres remontés des profondeurs par sa pompe souterraine, se déversent d'un coup dans ses jeunes pousses. Voilà pourquoi les rejets de souche croissent avec une vitesse stupéfiante, bien plus vite qu'un semis. Ils ne partent pas de rien. Ils partent d'un système de racines déjà immense, déjà installé, qui pousse désormais tout entier au service de quelques tiges neuves. La souche n'était pas morte.
Elle était le sommet visible d'un être bien plus vaste, resté vivant sous la terre. Cette faculté a une conséquence que peu de gens soupçonnent, et qui rejoint la question du début. Le tilleul sait aussi refermer ses blessures. Quand une tempête lui arrache une branche maîtresse, quand une plaie s'ouvre dans son bois, l'arbre entreprend patiemment de la recouvrir. Année après année, un bourrelet de bois neuf progresse depuis le bord de la plaie, l'encercle, la réduit, jusqu'à parfois la refermer entièrement. Ceux qui veillent sur de très vieux tilleuls le constatent chaque jour. Des arbres gravement mutilés par les orages cicatrisent, resserment leurs plaies et repartent aussi rayonnants qu'avant. Leur capacité à se rétablir après les pires épreuves est spectaculaire. On croit voir un arbre agonisant et on assiste en réalité à une lente guérison. Alors se pose la vraie question, celle qui trouble tout ce que l'on croyait savoir sur la mort d'un arbre. Si le tilleul repousse toujours de sa souche, si l'être souterrain survit à la disparition du tronc, qu'est-ce qui meurt vraiment et qu'est-ce qui survit? Le tronc que l'on voit ou l'individu tout entier? La réponse bouleverse notre manière de compter les arbres. Ce que nous appelons un arbre, ce tronc dressé que nous voyons, n'est souvent que la partie visible et momentanée d'un être bien plus ancien. De nombreux bosquets de tilleuls sont bien plus vieux qu'ils n'en ont l'air. Leurs troncs paraissent jeunes, mais ils poussent sur des systèmes racinaires antiques, qui se sont renouvelés d'innombrables fois. Le tronc meurt, un autre monte de la souche, meurt à son tour des siècles plus tard, et un autre encore le remplace, toujours à partir des mêmes racines. L'individu, lui, la lignée continue de la même souche, traverse tout cela sans s'interrompre. Il existe, dans le sud de l'Angleterre, un taillis de tilleuls dont on estime l'âge à environ 2000 ans. 2000 ans. Non pas un tronc de 2000 ans, mais un même être qui s'est recoquillé lui-même, encore et encore, depuis les mêmes racines, à travers 2 millénaires. Des empires sont nés et tombés pendant que cette souche se renouvelait tranquillement, tronc après tronc. C'est pourquoi les chiffres de longévité du tilleul déroutent tant. Un tilleul de rue, dans la fumée et sur un sol tassé, vit couramment de 80 à 100 ans, ce qui est déjà considérable. Dans les bonnes conditions d'un parc ou d'une forêt, un vieux tilleul atteint 2 à 400 ans. Et les patriarches, les exemplaires exceptionnels, franchissent le millénaire. On en connaît qui ont atteint 1000 ans, 1250 ans. En Europe, certains de ces géants sont devenus des monuments vivants. Un tilleul d'Allemagne, réputé millénaire, est composé de 4 troncs distincts issus d'une même souche, sous lequel on rendait autrefois la justice. Un autre, en Suisse, était déjà décrit comme grand et vieux il y a près de 7 siècles. Ces arbres ont vu passer des dizaines de générations d'hommes. Ils étaient là avant les villages qui les entourent, et ils y seront sans doute encore quand ces villages auront changé de nom. Voilà résolu le paradoxe de l'arbre qu'on ne peut pas tuer. Le tilleul est presque increvable non parce qu'il est dur, mais parce qu'il refuse de mettre toute son existence dans un seul tronc. Il garde des réserves cachées, il renaît de sa souche, il referme ses plaies, il traverse les siècles en changeant de corps sans changer d'être. Sa tendreur même, qui en fait une proie facile, est compensée par cette capacité de résurrection sans fin. On peut le couper, il remonte. On peut le mutiler, il cicatrise. On peut croire l'avoir tué, il n'était qu'endormi sous la terre. Et pourtant, cet être quasi immortel, ce champion de la survie que rien ne semble pouvoir abattre, possède un point faible que l'on n'attendait pas. Il ne se trouve ni dans le tronc qu'on abat, ni dans les racines qu'on croit détruire, ni dans les tempêtes qu'il encaisse. Il se cache tout en haut, au sommet de l'arbre, dans la partie la plus délicate et la plus éphémère de toute son existence. Ses fleurs. Ces fleurs qui ne durent que quelques jours par an. Ces fleurs qui font gronder l'arbre entier comme une ruche. Ces fleurs, précisément, sous lesquelles, certains étés, on retrouve les bourdons morts. Un bourdon quitte la fleur. Il est lourd, lent, gorgé de tout ce qu'il vient de récolter. Il s'élève de quelques centimètres, hésite et retombe. Il repart,
monte à nouveau vers les grappes parfumées qui l'appellent, s'y accroche, cherche encore. Mais il n'y a plus grand-chose à prendre. Ses mouvements se font pâteux, désordonnés. À un moment, ses pattes lâchent la fleur, et il tombe pour de bon, rejoignant sur le sol les autres corps velus qui rament vers un ciel qu'ils n'atteindront plus. Nous voici revenus au pied de l'arbre du tout début, devant l'énigme qui nous tient depuis la première minute. Il est temps d'y regarder de près. Car ce qui se joue au-dessus de ces morts est, en apparence, l'exact contraire de la mort, une explosion de vie. La floraison du tilleul est un événement bref et éclatant. Chez le tilleul à petites feuilles, elle survient à la fin de juin ou au début de juillet et ne dure que 10 à 15 jours. 10 à 15 jours par an, pas davantage, pour lesquels l'arbre a attendu 20 ans avant sa toute première fois. Pendant cette poignée de jours, l'arbre entier se couvre de petites fleurs jaunâtres, discrètes une à une, mais innombrables, et libère ce parfum de miel qui envahit des quartiers entiers. Et là éclate un fait qui explique tout le vacarme. Les fleurs du tilleul produisent une quantité de nectar prodigieuse. Un seul grand tilleul en pleine floraison peut offrir autant de nectar qu'un hectare entier d'autres cultures. C'est un océan de sucre suspendu dans le ciel. Rien d'étonnant dès lors à ce grondement continu qui monte de l'arbre du matin au soir. Abeilles, bourdons, guêpes, mouches et des multitudes d'autres insectes y travaillent sans relâche. Pour l'apiculteur, un tilleul en fleurs est un trésor, une mielée pour laquelle on déplace exprès les ruches jusqu'au tilleul. Et ce festin tombe au meilleur moment. Au cœur de l'été, quand les fleurs du printemps sont fanées depuis longtemps et que la nourriture se fait rare, le tilleul devient le grand nourricier des pollinisateurs. Il arrive quand tout le reste s'est tu. Voilà qui rend l'énigme plus épaisse encore. Comment l'arbre le plus généreux de l'été, celui qui offre plus de nectar qu'aucun autre, celui qui sauve les insectes de la disette estivale, peut-il en laisser mourir sous lui par centaines? Et pourquoi ces morts ne se voient-elles pas sous tous les tilleuls, mais surtout sous l'un d'eux en particulier, le tilleul argenté, cette belle espèce du sud dont les feuilles montrent un dessous d'un blanc soyeux? Pendant très longtemps, on a cru tenir le coupable. On accusait le nectar lui-même. On racontait que le nectar du tilleul argenté contenait un sucre particulier, toxique pour les abeilles et les bourdons, un poison caché dans la douceur. L'explication était belle, presque satisfaisante. L'arbre offrait un nectar empoisonné, et les insectes mouraient de l'avoir bu. Cette idée a circulé pendant des décennies, répétée de livre en livre, jusqu'à devenir une évidence. L'arbre à miel dissimulait un poison. C'était une histoire séduisante. Elle avait un seul défaut, elle était fausse. Car lorsque les chercheurs se sont enfin penchés sérieusement sur ce nectar, ils n'y ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Les analyses les plus récentes ne détectent dans le nectar de ces tilleuls aucune trace du sucre toxique accusé depuis si longtemps. On a nourri des bourdons uniquement avec des fleurs de tilleul et ils n'en sont pas morts de manière particulière. Rien dans la chimie du nectar ne suffit à expliquer les tapis de corps sur les trottoirs. Le poison du tilleul, cette belle légende, s'est dissous sous le microscope. Le nectar de l'arbre n'est pas empoisonné. L'accusation était sans fondement. Mais alors les morts, elles, sont bien réelles. Si le nectar ne tue pas, qu'est-ce qui tue? Et pourquoi tant de corps, précisément sous le tilleul argenté? La réponse que dessine aujourd'hui la recherche est plus subtile et plus triste que celle du poison. Elle ne parle pas d'empoisonnement, mais de faim. Le tilleul argenté a une particularité de calendrier. Il fleurit tard, plus tard que les autres tilleuls, à un moment de l'été où presque plus rien d'autre ne fleurit, surtout en ville. Il devient alors, dans un paysage épuisé, l'unique table encore dressée. Les insectes affamés, attirés par son parfum puissant qui promet l'abondance, s'y ruent en masse, de partout. Mais ils arrivent souvent trop tard, à la fin de sa brève floraison, quand les fleurs se vident et n'offrent plus que des restes. La foule est immense, la nourriture presque tarie. Les butineurs s'épuisent à chercher un nectar qui n'y est plus, dépensent leur dernière force sur des fleurs déjà pillées, et finissent par tomber, non de poison, mais d'épuisement et de faim,
au pied de l'arbre qui semblait tout leur promettre. Un détail rend le drame plus troublant encore. Le nectar de certains tilleuls contiendrait de la caféine, cette même substance qui nous tient éveillés. Or, la caféine, chez les insectes, aiguise la mémoire et l'attirance. Elle peut pousser un butineur à revenir sans cesse vers une fleur, à s'entêter, à se fier à une source qui ne le nourrit plus assez. L'arbre, sans la moindre intention, tromperait ainsi ses visiteurs, les retenant sur des fleurs presque vides par la force d'une molécule. Non un poison qui foudroie, mais un mirage qui épuise. Voilà donc l'énigme du début en grande partie éclaircie, sans être encore tout à fait close. Le tilleul ne tue pas ses pollinisateurs par malveillance, ni par poison. La chimie exacte de son nectar reste d'ailleurs partiellement à l'étude, et les spécialistes ne s'accordent pas sur tous les détails. Certains n'excluent pas d'autres substances encore mal connues. Mais la piste la plus solide n'est pas celle du crime. C'est celle d'un rendez-vous manqué, d'une abondance qui arrive trop tard, d'une faim au milieu de l'apparente richesse. L'arbre de la douceur ne cache pas de venin. Il cache un piège bien plus banal et bien plus cruel, celui de la générosité qui s'épuise. Reste que pour vraiment comprendre pourquoi tant d'insectes se jettent ainsi sur ce dernier festin quitte à en mourir, il faut mesurer une chose que nous n'avons fait qu'effleurer. Tout au long de l'été, ce n'est pas seulement quelques bourdons que le tilleul nourrit. C'est une forêt entière, un monde grouillant de bouche et de vie, suspendu tout entier à cet arbre. Et cette dépendance immense, cette place de cœur battant qu'occupe le tilleul dans le vivant, cache à son tour un dernier paradoxe. Le même arbre qui fait vivre des multitudes est aussi pour d'autres un cimetière. Il fait nuit dans la forêt, et le vieux tronc creux respire. Une chouette s'y glisse en silence, disparaît dans la cavité noire. Plus haut, un pic dort dans un trou qu'il a lui-même creusé. Sous l'écorce détachée, des chauves-souris se serrent, tête en bas. Dans une autre cavité, plus profonde, un essaim d'abeilles sauvages a bâti ses rayons, et l'air y bourdonne doucement. Tout un peuple loge dans ce seul arbre, à des étages différents, sans se voir, sans se gêner. De l'extérieur, ce n'est qu'un vieux tilleul au tronc troué, presque un arbre mourant. À l'intérieur, c'est un immeuble entier, plein de locataires, éclairé de vies invisibles. Et voici le paradoxe que nous avait laissé la fin du festin des pollinisateurs. Comment le même arbre peut-il être à la fois cet immeuble grouillant de vie et, au pied de ses fleurs, un cimetière à insectes? Pour le comprendre, il faut cesser de regarder le tilleul comme un individu isolé et le voir pour ce qu'il est vraiment, une pièce maîtresse de tout un monde vivant. Commençons par le sol, là où le tilleul agite en silence. Chaque automne, il laisse tomber ses feuilles en cœur, et ces feuilles sont l'un des meilleurs cadeaux qu'un arbre puisse faire à la terre. Elles sont riches en calcium et en autres éléments minéraux, ceux-là même que le tilleul remonte des profondeurs par ses racines en étage. Cette litière se décompose vite et complètement. Elle ne forme pas, comme sous les conifères, un tapis d'aiguilles acides qui pourrit lentement et étouffe le sol. Elle se transforme en un humus doux, riche, neutre, qui nourrit la terre au lieu de l'aigrir. Sous un tilleul, le sol devient plus fertile, et toutes les plantes voisines le ressentent. Là où le tilleul s'installe, le tapis d'herbe change. Apparaissent des plantes exigeantes, celles qui ne poussent que sur les bonnes terres. Les forestiers le savent si bien qu'ils utilisent parfois le tilleul exprès pour améliorer le sol au profit du chêne ou du pin. C'est un arbre qui soigne la terre qui le porte. Puis vient tout ce qu'il donne à manger, et la liste est longue. Ces petits fruits ronds nourrissent en hiver les mulots, les campagnols, les écureuils, ainsi que bien des oiseaux, quand la nourriture se fait rare. Ses jeunes pousses et son écorce tendre attirent les lièvres, les élans, les chevreuils, les castors. Pour les grands herbivores, le tilleul est un fourrage précieux au cœur de la mauvaise saison. Mais comment un même arbre peut-il à la fois se laisser brouter, écorcer, grignoter par tant de bouches et rester ce géant debout, ce pilier de la forêt? La réponse, nous la connaissons déjà en partie, et elle éclaire toute sa générosité. Le tilleul peut tant donner parce qu'il sait tant reconstruire. Cet arbre qui repousse de sa souche, qui referme ses plaies, qui puise sans fin dans ses réserves souterraines, peut se permettre d'être dévoré sans en mourir.
Sa capacité de résurrection est le moteur secret de sa prodigalité. Il donne à profusion parce qu'il ne craint pas de se vider. Il sait qu'il se remplira. Le nourricier peut nourrir précisément parce qu'il est presque increvable. Et c'est ici que le vieux tronc creux du début révèle son sens. Le bois du tilleul est tendre, nous le savons. Cette tendreur, qui en fait la proie des sculpteurs, en fait aussi la proie des pics et des champignons. Le bois se laisse facilement creuser, entamer, décomposer, si bien que les vieux tilleuls forment des cavités bien plus vite que les arbres à bois dur. Pour la forêt, ce n'est pas un défaut, c'est un trésor. Un tilleul creux devient un lieu de nidification et d'hivernage irremplaçable pour des dizaines d'espèces. Un seul vieil arbre troué peut, pendant des années, abriter des chouettes, des pics, des mésanges, des chauves-souris et des abeilles sauvages. Ce que l'on prend pour de la décrépitude est en réalité de l'hospitalité. Le tilleul vieillit en s'ouvrant, et en s'ouvrant, il fait de la place aux autres. Il y a plus discret encore, sous la terre, dans une alliance que l'œil ne voit jamais. Les racines du tilleul vivent en partenariat avec des champignons, enveloppés d'un fin manchon de filaments. Les champignons offrent à l'arbre l'eau et les minéraux qu'il capte dans le sol avec une efficacité que les racines seules n'atteindraient pas. En échange, l'arbre leur donne les sucres qu'il fabrique à la lumière. Le tilleul a d'ailleurs cette particularité d'être, dans sa grande famille, le seul à nouer ce type précis d'alliance souterraine, avec une préférence marquée pour certains partenaires. Sous nos pieds, invisibles, se joue un troc permanent, un commerce silencieux entre l'arbre et le règne des champignons, sans lequel le géant ne serait pas ce qu'il est. Rassemblons tout cela et le paradoxe se dénoue. Le tilleul n'est pas un individu qui vit pour lui-même, c'est un carrefour du vivant. Il soigne le sol par ses feuilles, nourrit les bêtes par ses fruits et ses pousses, loge un peuple entier dans ses cavités, échange sans cesse avec les champignons de ses racines. Il fait vivre des multitudes. Et s'il peut, au sommet, laisser mourir quelques insectes affamés sur ses dernières fleurs, ce n'est pas une contradiction. C'est le revers d'une générosité si intense qu'elle attire plus de convives qu'elle ne peut, à la toute fin, en rassasier. L'arbre immeuble et le cimetière de Bourdon sont le même arbre, vu à deux moments et à deux étages. Ce n'est pas la cruauté d'un être, c'est la démesure d'un don. Mais cette générosité sans fin n'a pas échappé à un observateur bien particulier, le plus habile et le plus intéressé de tous les habitants de la forêt. Un être qui a très tôt compris que si le tilleul donne autant, c'est aussi qu'on peut tout lui prendre. Ses fleurs, son bois, ses fruits, et jusqu'à sa peau. Là où les animaux se contentent de brouter et de nicher, celui-là a inventé 1000 manières de dépouiller l'arbre entier, de la cime aux racines, et de le faire, s'il le fallait, jusqu'à l'os. Et il a laissé, dans la langue même, la trace de cette longue et rude entreprise. Deux mains saisissent le bord d'une entaille pratiquée à la base d'un jeune tronc et tirent. Dans un craquement humide, une longue bande d'écorce se détache et remonte le long de l'arbre, du pied jusqu'aux branches, arrachée d'un seul geste continu. Puis une deuxième, à côté, puis une troisième. En quelques minutes, le jeune arbre se retrouve nu, blanc, dépouillé de sa peau sur toute sa hauteur, tandis que s'entassent au sol de longs rubans souples encore luisants de sève. L'arbre dépecé vivant restera là, blessé. Et l'homme s'éloigne, les bras chargés de ses lanières, vers le village où l'attend le vrai travail. Ces rubans, c'est le tille, la partie tendre de l'écorce, ce que l'on appelait le libère. Sous la couche externe, grossière et crevassée, le tilleul cache une écorce interne souple et fibreuse, faite de longues fibres résistantes. On la prélevait sur les jeunes troncs et les branches en longues bandes, et ces bandes ont habillé et chaussé des peuples entiers. Mais avant de comprendre tout ce qu'on en tirait, une question se pose. Celle-là même que suggère l'arbre écorché de notre scène. Comment un arbre qu'on dépaisse ainsi, à qui l'on arrache la peau sur toute la hauteur du tronc, pouvait-il survivre à un tel traitement, répété génération après génération, sans disparaître des forêts? Mais laissons un instant cette question, car il faut d'abord mesurer l'immensité de ce que l'arbre donnait. Avec ses fibres, on tressait la chaussure la plus répandue de la paysannerie de l'Est de l'Europe, les sandales de tille.
Légères, souples, elles avaient un défaut immense. Elles s'usaient en une semaine ou deux. Il en fallait donc sans cesse de nouvelles, en quantité énorme, et des villages entiers vivaient de ce seul métier, à prélever, assouplir et tresser l'écorce du tilleul. De cette activité est née une expression restée dans la langue, une image d'une brutalité parlante. Dépouiller quelqu'un comme un tilleul, c'est-à-dire le dépouiller de tout, le laisser nu, exactement comme on laissait nu le jeune arbre écorcé sur toute sa longueur. Le sort de l'arbre est devenu une image du dénuement humain. Mais les fibres ne s'arrêtaient pas aux chaussures. Assouplie, l'écorce interne devenait une matière à tout faire. On en tirait de quoi laver le corps et la vaisselle, de quoi lier les gerbes, tresser des nattes et des sacs, tordre des cordes. Avec de larges plaques de cette écorce, on courbait des boîtes, des paniers, des récipients de toutes sortes. Le tilleul, littéralement, tenait la vie quotidienne ensemble. Il emballait, il liait, il chaussait, il nettoyait. Et il donnait même son nom à un art tout entier. De minces planchettes tirées de son bois servaient de support à des images populaires, ornées de légendes, ces estampes naïves qui ont pris le nom même de l'écorce dont on tirait leur support. L'arbre a prêté son bois aux images, et son nom à un art. Car le bois, justement, valait bien l'écorce. Ce bois blanc, tendre, léger et sans nœuds, ce bois que la lame traverse comme du beurre, était le rêve du sculpteur. Il se prête à la plus fine des tailles, retient le moindre détail, ne se dispute jamais avec l'outil. On en faisait la vaisselle de bois, les cuillères, les tasses, les louches, légères et qui ne se fendent pas. On en tirait les icônes et les retables sculptés, dorés, minutieux, dont le tilleul était le support classique. On y taillait des jouets, des coffrets, des moules à pain d'épices, des instruments de musique. Et bien plus tôt, à l'âge des dracars, ce même bois tendre et léger servait à tailler les boucliers des guerriers du Nord, une matière assez souple pour absorber les coups sans se fendre en éclats. De la cuillère paysanne au bouclier viking, de l'icône dorée aux jouets d'enfants, le même bois de beurre a traversé les siècles entre les mains des hommes. Il donnait même un remède rare. En brûlant lentement le bois ou les branches, on obtenait un charbon de tilleul aux propriétés remarquables. Ce charbon a la faculté de retenir les substances nuisibles en quantité qui dépasse de loin son propre volume. Selon les données anciennes, environ 90 fois son volume. On l'employait depuis longtemps contre les empoisonnements et les troubles de la digestion, et ce vieux savoir a été l'un des ancêtres des charbons absorbants d'aujourd'hui. L'arbre soignait donc aussi par ses cendres. Revenons maintenant à la question laissée en suspens. Comment un arbre autant exploité, écorcé vif, coupé, brûlé, année après année, a-t-il pu continuer d'habiller et de nourrir des peuples sans s'éteindre? La réponse, nous l'apportons depuis le début de ce film, et c'est ici qu'elle prend tout son poids. Le tilleul a résisté à des siècles d'exploitation paysanne parce qu'il possède ce pouvoir que nous avons vu à l'œuvre. Il repousse. On lui arrache l'écorce, on lui coupe les branches, on rabat le tronc, et il se relève. De la souche montent de nouvelles tiges, de nouvelles branches donnent de nouvelles fibres, et l'arbre mutilé se reconstitue. C'est précisément parce qu'il est presque increvable que l'homme a pu l'exploiter si longtemps sans le détruire. Sa faculté de renaître, que nous avons admirée dans la forêt, est aussi ce qui lui a permis de supporter le poids des besoins humains. Le nourricier a survécu au dépouillement grâce au même don qui lui permet de survivre au bûcheron. Voilà donc pourquoi l'arbre le plus utilisé de tous ne s'est pas éteint sous l'usage. Il a tout donné, sa peau, son bois, ses fibres, ses cendres, et il s'est chaque fois reconstruit, patiemment, depuis ses racines intactes. Entre lui et l'homme s'est nouée une longue alliance, faite de prélèvements et de résurrection, où l'arbre rendait toujours plus qu'on ne lui prenait. Mais l'homme n'a pas seulement pris à cet arbre son écorce et son bois. Il lui a pris aussi quelque chose de moins matériel et de plus étrange. Une place dans son esprit et dans ses mots. Sous le tilleul, il a rendu la justice et scellé la paix. Il en a fait l'arbre de l'amour et un symbole sacré. Puis, par un retournement que rien ne laissait prévoir, ce même arbre de la vérité et du serment est devenu, dans la bouche des hommes, le nom même du mensonge. Comment l'arbre le plus honnête du monde a-t-il pu donner son nom au faux?
Sur la place du village, sous le vieux tilleul, les hommes se sont rassemblés. Assis en cercle, à l'ombre de l'immense couronne, ils écoutent. Au centre, on plaide une affaire, on pèse un tort, on cherche un accord. Les paroles montent dans le parfum des fleurs, se mêlent au bourdonnement des abeilles au-dessus des têtes. Quand la décision tombe, elle a été rendue là, à cet endroit précis, sous cet arbre précis, et nulle part ailleurs. Car ce n'est pas un arbre ordinaire, c'est le tilleul de justice, celui sous lequel la vérité, croyait-on, se dit mieux qu'ailleurs. Sous ses branches, on jugeait, on jurait, on se réconciliait. L'arbre était le témoin muet et sacré de la parole donnée. Voilà la place qu'occupait le tilleul dans l'esprit des peuples, et elle était immense. Chez les Slaves comme chez les Germains, il était l'arbre bienveillant par excellence, un arbre que l'on disait féminin, lié à la maison, à l'amour, à la paix, à la protection. Mais comment un arbre a-t-il pu porter une charge symbolique aussi lourde, au point de devenir le lieu même où l'on rend la justice et où l'on scelle les serments? La réponse tient à tout ce que nous avons vu de lui. Un arbre qui vit 1000 ans est là avant les hommes et leur survie. Il est le point fixe autour duquel les générations passent. Un arbre qui donne l'ombre, le miel, le remède, la chaussure et le bois est un bienfaiteur qu'on ne peut que vénérer. Un arbre au parfum doux, à la feuille en cœur, à la floraison qui embaume tout un été, ne pouvait qu'incarner la douceur et l'amour. Il était naturel qu'un tel être devienne sacré. Chez les peuples de langue germanique, le tilleul était l'arbre des amoureux et de la paix, l'arbre sous lequel on dansait et l'on se retrouvait. Une célèbre avenue de Berlin en porte encore le nom, littéralement « sous les tilleuls ». Et dans plusieurs langues slaves, le mois qui correspond à juillet, le mois même de la floraison, tire son nom directement du mot « tilleul ». L'arbre a marqué non seulement les places et les avenues, mais le calendrier lui-même. Il y a plus étonnant encore, et plus beau. Dans certaines régions, on ne se contentait pas de se rassembler sous le tilleul, on l'habitait. On conduisait patiemment ces grosses branches à l'horizontale, on les soutenait par des poutres, jusqu'à faire de la couronne une véritable plateforme. Sur ces branches aménagées, on installait des planchers, on faisait monter les musiciens, et l'on dansait non pas au pied de l'arbre, mais dans l'arbre, à plusieurs mètres du sol, porté par le tilleul lui-même. Ces tilleuls à danser existent encore çà et là, arbre architecture dont la couronne fut façonnée par des générations pour accueillir les fêtes du village. Le tilleul n'était pas seulement un décor, il était le lieu, la salle de bal vivante, le toit sous lequel battait le cœur de la communauté. Arbre de justice, arbre d'amour, arbre de fête et de paix, arbre au nom inscrit dans les mois de l'année. On pourrait croire l'histoire toute lumineuse, sans une ombre, et pourtant, dans l'une des langues qui l'ont le plus aimé, ce même arbre a connu un retournement stupéfiant. Le mot qui le désigne y a fini par signifier tout autre chose, le faux, la contrefaçon, le document truqué. Comment l'arbre du serment vrai, l'arbre sous lequel on ne pouvait pas mentir, a-t-il pu donner son nom au mensonge? La réponse, comme souvent avec le tilleul, se cache dans son bois. Souvenons-nous, ce bois est tendre, blanc, homogène, si docile qu'on y grave le moindre détail sans peine. Cette qualité, qui faisait le bonheur des sculpteurs d'icônes, faisait aussi, dit-on, le bonheur des faussaires. Selon une explication répandue, des fraudeurs auraient utilisé la tendreur de ce bois pour y tailler de faux sceaux, de fausses marques officielles. L'empreinte laissée par ces cachets de tilleul, ce faux tampon découpé dans le bois docile, aurait donné son nom à la fraude elle-même. Ainsi, l'arbre le plus honnête, par la seule faute de sa tendreur, aurait offert à la langue le mot du faux. L'arbre n'y est évidemment pour rien. Sa docilité, qui servait la beauté des icônes, a servi aussi la ruse des tricheurs. Le même bois qui portait le visage des saints portait le sceau des menteurs. Et voilà que ce double visage du tilleul, tel qu'il apparaît dans la langue et la culture, vient éclairer d'une lumière nouvelle l'énigme qui nous tient depuis le début. Car c'est exactement la même dualité qui court d'un bout à l'autre de son histoire. Le tilleul est l'arbre de la vérité et le nom du mensonge. Il est l'arbre de l'amour et l'arbre sous lequel on rendait aussi les sentences, parfois les plus dures. Il est le bois des icônes et le bois des faux sceaux,
Il est le grand nourricier des pollinisateurs et le sol jonché de bourdons morts. Partout, le même être porte la douceur et son revers, le don et son ombre, la vie qu'il fait naître et la mort qui rôde à ses pieds. Ce n'est pas une contradiction accidentelle, c'est la signature même du tilleul, inscrite aussi bien dans sa chair que dans les mots des hommes. Les peuples l'avaient senti, sans doute, sans se l'expliquer. Ils avaient fait de lui l'arbre sacré, l'arbre de la maison et de la paix, tout en gardant dans un coin de la langue ce mot troublant où le tilleul devient le faux. Ils avaient dansé dans ses branches et jugé sous son ombre. Ils l'avaient aimé pour sa générosité et redouté, peut-être, pour ce qu'il avait d'excessif, de trop doux, de presque trop beau. L'arbre le plus bienveillant du monde n'a jamais été un arbre simple. Il a toujours eu deux visages, et les hommes, dans leurs mots, ont fidèlement gardé la trace des deux. Mais si les peuples anciens ont tant donné à cet arbre, tant de sens, tant de sacré, tant de patience aussi, une question demeure, très concrète, presque humble après tant de symboles. Ce géant qui met 20 ans à fleurir et 1000 ans à mourir, comment fait-on, aujourd'hui encore, pour le mettre en terre de ses propres mains? Et surtout, pourquoi le ferait-on, sachant qu'on ne verra jamais, de son vivant, ni sa pleine grandeur, ni la millième de ses années? Une main referme la terre sur un jeune plant haut comme le genou. Une brindille, à peine plus, 2 ou 3 feuilles en cœur au bout d'une tige fragile, qu'un pied distrait écraserait sans même la sentir. Celui qui vient de la planter se redresse, regarde autour de lui l'espace vide où, un jour, s'élèvera une couronne de 30 mètres. Il le sait, jamais il ne verra cela. Ni lui, ni ses enfants, sans doute. Il vient de mettre en terre un arbre dont la pleine grandeur appartient à des gens qui ne sont pas encore nés. Et pourtant, il tasse la terre avec soin, arrose, protège la brindille comme si elle était précieuse. Car elle l'est. Voilà le geste étrange qui ouvre cette avant-dernière étape de notre histoire. Planter, de ses mains, un arbre que l'on ne verra jamais adulte. Mais avant de comprendre pourquoi on le fait, voyons comment on le fait. Car le tilleul, fidèle à lui-même, ne se laisse pas planter dans la précipitation. Le plus long chemin, le plus vrai, part de la graine. Et nous savons déjà combien cette graine est têtue. Pour la réveiller, il faut lui imiter l'hiver, la mêler à du sable humide et la tenir des mois durant tout près de 0 degré, dans le froid d'une cave ou le bas d'un réfrigérateur, jusqu'à ce que ses verrous cèdent. Encore faut-il accepter qu'une partie ne germera que l'année suivante, voire plus tard. C'est le rythme de l'arbre, et rien ne le presse. Aussi, la plupart de ceux qui veulent un tilleul choisissent-ils un chemin plus court. Ils déterrent un semis spontané sous un vieil arbre où il foisonne, ou prélèvent un rejet de souche, un de ces drageons que l'arbre produit si volontiers. Le tilleul se reprend facilement par ses voies. Il est aussi patient un être de graines qu'il est prompt à repartir de sa propre chair. Une fois en terre, il demande peu. Il aime les sols riches, meubles, frais, sans excès d'eau ni de sel. Sur une terre pauvre, il pousse plus lentement, mais il survit. Il tolère l'ombre, mais grandit mieux au soleil ou à la lumière tamisée. Dans ses premières années, il faut l'arroser, surtout par sécheresse, le temps que ses racines s'enfoncent. Après quoi, ce buveur des profondeurs se débrouille seul. Et il supporte la taille comme peu d'arbres, ce qui a façonné une grande part de son histoire. Mais pourquoi cette tolérance à la taille a-t-elle compté à ce point, au point d'attacher le tilleul au plus beau jardin d'Europe? Parce que c'est elle qui a fait de lui l'arbre des allées et des parcs réguliers. On peut tailler le tilleul, le contraindre, le former, sans qu'il en souffre. Il repart de plus belle. Pendant des siècles, on a donc stigmatisé de lui des murs de verdure, des voûtes, des allées taillées au cordeau, ces longues perspectives d'arbres alignés et façonnés qui sont l'un des emblèmes du jardin classique. Là où d'autres arbres n'auraient pas supporté d'être ainsi domptés, le tilleul se prêtait au jeu, année après année, offrant sa couronne aux ciseaux du jardinier. Sa docilité, celle-là même qui séduisait le sculpteur dans son bois, se retrouvait dans l'arbre entier. Le tilleul est un géant que l'on peut mettre en forme, et il l'a payé d'une place de choix dans le paysage aménagé par l'homme. Il gagnait cette place pour d'autres raisons encore, plus utiles qu'esthétiques.
Le tilleul est l'un des grands arbres de nos villes, et pas seulement pour sa beauté. Sa couronne dense donne une ombre épaisse qui rafraîchit sensiblement une rue en pleine chaleur. Ses feuilles, larges et un peu rugueuses, captent la poussière et la suie, filtrant l'air comme un tamis naturel. Il supporte les conditions urbaines, la taille, la contrainte, et pare les rues d'or à l'automne sans les joncher trop tôt de feuilles salies. C'est un climatiseur vivant et un filtre à la fois, planté le long de nos trottoirs. Et le tilleul argenté, celui-là même de notre énigme, cache dans cette fonction une astuce remarquable. Ses feuilles montrent un dessous d'un blanc soyeux, presque argenté. Quand le soleil frappe trop fort, l'arbre retourne ses feuilles, exposant vers le ciel cette face claire qui renvoie la lumière au lieu de l'absorber. En se retournant ainsi, tout l'arbre semble changer de couleur, passer du vert à l'argent au gré du vent et du soleil. Et cette manœuvre l'aide à se rafraîchir, à supporter les fortes chaleurs. Ainsi, le même tilleul argenté qui, faute de nourriture tardive, laisse mourir des bourdons à ses pieds, est aussi l'un des plus habiles à combattre la chaleur des villes. Toujours deux visages, jusque dans le détail d'une feuille qui se retourne. Revenons alors à l'homme du début, à sa brindille et à son geste incompréhensible. Pourquoi planter, aujourd'hui encore, un arbre dont on ne verra jamais la pleine grandeur ni les 1000 ans? La réponse est peut-être la plus simple et la plus haute de toute cette histoire. On ne plante pas un tilleul pour soi. On le plante pour ceux qui viendront. Celui qui met en terre cette brindille sait qu'il nourrit des abeilles qu'il ne verra pas, qu'il donnera de l'ombre à des enfants qui ne sont pas nés, qu'il offrira à une forêt un siècle de sol fertile après sa propre mort. Planter un tilleul, c'est faire un cadeau à un avenir dont on ne fait pas partie. C'est le seul arbre qui oblige à penser en siècles, à agir pour des inconnus, à accepter de disparaître avant l'œuvre. La patience que le tilleul met à grandir, il la rend à celui qui le plante, en l'obligeant à sortir de son propre temps. Voilà pourquoi, depuis toujours, les hommes ont continué de planter des tilleuls sans jamais en voir la fin. Devant les maisons, sur les places, le long des avenues, ils ont déposé dans la terre ces brindilles promises au siècle, comme on confie une lettre à des destinataires lointains. Le geste n'a rien perdu de son sens. Chaque tilleul mis en terre aujourd'hui est un pari sur l'avenir, une confiance faite au temps long. Il ne reste plus désormais qu'une seule question à résoudre. La toute première, celle qui nous attend depuis la première image de ce film, patiente comme l'arbre lui-même. Le tapis de bourdons morts sous l'arbre le plus généreux du monde. Nous en avons approché la réponse, écarté les fausses pistes, deviné la vraie. Il est temps maintenant de refermer pour de bon l'énigme du tilleul et de comprendre enfin comment la douceur et la mort peuvent tenir, ensemble, dans un seul et même arbre. Juillet encore. Le même trottoir, le même arbre en fleurs, le même parfum de miel qui coule des hauteurs. Et sur le sol, les mêmes petits corps velus, tombés des grappes, qui rament faiblement vers un ciel qu'ils ne rejoindront plus. Nous sommes revenus exactement là où tout a commencé, au pied de l'arbre le plus doux du monde changé en cimetière. Mais cette fois, nous ne regardons plus la scène en aveugle. Cette fois, nous savons presque tout de l'arbre qui la porte. Il est temps de refermer l'énigme. Rappelons-nous d'abord ce que nous avons éliminé. Pendant des décennies, on a cru que l'arbre empoisonnait ses visiteurs, qu'un sucre toxique se cachait dans son nectar. Cette explication, si séduisante, n'a pas résisté à l'examen. Les analyses les plus sérieuses ne trouvent dans ce nectar aucune trace du poison qu'on lui prêtait. Et des bourdons nourris uniquement de fleurs de tilleul ne meurent pas de façon particulière. Le venin du tilleul n'a jamais existé. L'arbre ne cache pas de crime dans ses fleurs. Alors, si le nectar est innocent, qu'est-ce qui tue? La réponse, nous l'avons approchée, et il est temps de la formuler pleinement. Ce ne sont pas les fleurs qui tuent, c'est le moment où elles s'ouvrent, et la faim qui règne autour d'elles. Le tilleul argenté, celui sous lequel s'entasse le plus de corps, a cette particularité de fleurir tard, plus tard que tous les autres, à un instant de l'été où presque plus rien ne fleurit, surtout au cœur des villes. Dans ce paysage vidé, épuisé, où les tables se sont refermées les unes après les autres, il devient soudain le dernier festin visible, la seule promesse d'abondance à des lieues à la ronde.
Son parfum puissant s'entend de loin, si l'on peut dire, par les insectes affamés qui se ruent alors vers lui de toutes parts. Mais ils arrivent souvent trop tard, à la toute fin de sa brève floraison de 10 à 15 jours, quand les fleurs se vident et n'offrent plus que des restes. La foule est immense, la nourriture presque tarie. Les butineurs s'épuisent à fouiller des fleurs déjà pillées, dépensent leur dernière force à chercher un nectar qui n'y est plus et finissent par tomber. Non de poison, mais de faim et d'épuisement, au pied de l'arbre qui semblait tout leur promettre. Et un détail rend le drame plus poignant encore. Le nectar de certains tilleuls contiendrait de la caféine, cette substance qui, chez les insectes, aiguise la mémoire et l'attirance. Elle pousse le butineur à revenir, encore et encore, vers une source qui ne le nourrit plus assez, à s'entêter là où il faudrait renoncer. L'arbre, sans la moindre intention, retient ainsi ses visiteurs sur des fleurs vides par la force d'une molécule. Ce n'est pas un poison qui foudroie, c'est un mirage qui épuise. Disons-le avec la prudence qui convient. La chimie complète de ce nectar reste partiellement à l'étude, et les spécialistes ne s'accordent pas sur tous les détails. Certains n'excluent pas que d'autres substances, encore mal connues, jouent un rôle. La science, ici, n'a pas dit son dernier mot, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Mais la piste la plus solide, celle qui rassemble aujourd'hui le plus de preuves, n'est pas celle du crime. C'est celle du rendez-vous manqué, d'une abondance qui arrive trop tard, d'une générosité qui s'épuise sous l'affluence, d'une faim au milieu de l'apparente richesse. Et voici où toute notre histoire converge, où le petit trottoir de juillet rejoint les 1000 ans de l'arbre. Car ce que nous prenions au début pour une contradiction, un scandale presque, l'arbre bienveillant qui tue, n'en est pas une. Le tilleul ne tue pas ses bourdons. Il n'en a ni le dessein, ni la volonté, ni la moindre conscience. Il ne fait qu'être ce qu'il est, un être vivant, sans intention, qui produit du nectar en abondance parce que telle est sa nature, et dont la générosité, à certaines heures, attire plus de convives qu'elle n'en peut nourrir. La cruauté que nous croyons voir n'existe pas. Il n'y a pas de méchanceté dans un arbre, pas plus qu'il n'y a de bonté. Il y a seulement l'écologie, ce jeu immense et indifférent des rythmes, des saisons et des fins qui se croisent. Nous avions cherché un coupable, il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'un arbre, et le hasard tragique d'un calendrier. Alors se dénoue enfin le grand paradoxe qui aura traversé tout ce film. Le tilleul est l'arbre de la douceur, et le sol jonché de mort. L'arbre de la vérité est le nom du mensonge. Le géant tendre au bois de beurre est le survivant de 2000 ans. L'être qu'on écorche vif et qui repousse, le nourricier d'un monde entier et le cimetière de quelques bourdons affamés. Tous ces visages sont vrais en même temps, et aucun ne contredit les autres. Car la douceur et la mort ne s'opposent pas dans le tilleul. Elles sont les deux faces d'une même démesure. Un arbre assez généreux pour donner son écorce, son bois, son miel, son ombre et ses cavités à tout ce qui l'entoure, est aussi, forcément, un arbre dont la générosité peut, parfois, dépasser ce qu'elle peut tenir. Ce n'est pas malgré sa bonté que meurent les bourdons, c'est à cause de l'excès même de ce qu'il offre. Voilà ce qu'est vraiment de tilleul. Non l'arbre simple et gentil des tisanes du soir, mais un être bien plus vaste et plus troublant. Un géant patient qui met 20 ans à fleurir et 1000 ans à mourir. Qui traverse les siècles en changeant de corps sans changer d'âme. Qui soigne la terre, loge un peuple, habille des nations et danse dans ses propres branches. Un arbre qui n'a pas de partie inutile, qui donne tout, jusqu'à ses cendres, et qui, de tout ce qu'on lui prend, renaît sans fin depuis ses racines. Un arbre dont la seule ombre au tableau n'est pas une faute, mais le prix de son abondance. Quant à son avenir, il dépend surtout de nous, de la place que nous laisserons à ces géants dans nos villes et nos forêts, et sur ce point les avis divergent, entre inquiétude et confiance. Mais l'arbre, lui, continue de faire ce qu'il a toujours fait, attendre, grandir et donner. Voilà mes amis, refermée d'histoire du tilleul, l'arbre du silence, du miel et de la longue mémoire. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce voyage à mes côtés. Si ce film vous a fait regarder autrement l'arbre au coin de votre rue,
Laissez un pouce levé et abonnez-vous à Doc Nature pour que continue notre exploration du monde vivant. À très bientôt, sous d'autres feuillages.